une autre planète. Le jour où vous basculez dans le monde de la dépendance, vous entrez sur une autre planète. Vous devez revoir tout votre rapport à votre corps, à votre pudeur, à votre jardin secret. Ce chapitre, sûrement impudique, j'ai choisi de l'assumer pour à la fois aider ceux qui font ce voyage, mais aussi pour rendre hommage à ceux qui font de l'accompagnement leur métier. Je pourrais d'ailleurs dire celles, tant les femmes sont surreprésentées parmi les infirmières et les aides-soignantes. Mon premier contact avec cette planète était à l'hôpital pour la pose de ma première sonde gastrique. Une infirmière que je n'avais jamais vue entre dans ma chambre, baignée d'une chaleur matinale déjà étouffante de ce bâtiment vétuste de neurologie. « Monsieur Goua, c'est l'heure de la douche !» Sans un mot, je me retrouve en quelques minutes assis, nu, ma serviette sur les genoux, sur une chaise roulante en plastique, probablement achetée en seconde main en URSS. L'infirmière pousse avec peine mes 90 kilos. Les roues hurlent leur âge, dans un couloir où personne ne semble surpris de me voir déambuler en tenue d'Adam, tant ce balai matinal est bien rodé. Nous attendons en silence qu'un box se libère. Un vieux monsieur famélique sort, c'est à nous. Toujours sans un mot, l'eau jaillit et efface les traces d'une nuit trop chaude. Brutalement, une phrase fuse. « J'ai vraiment aimé votre film. J'en ai parlé à tous mes patients qui n'avaient pas le moral. » Je ne parlais déjà plus à l'époque, mais je pense qu'elle a lu immédiatement dans mon regard mon étonnement, puis mon amusement né de cette situation incongrue alors qu'elle me frottait vigoureusement les fesses avec un gant jetable. Je me suis mis à rire de manière incontrôlable. Elle aussi. Ici, le rapport au corps est décomplexé, direct, sans protocole, sans pudeur, sans faux semblant. Loin, très loin de l'invention des filtres beauté d'Instagram. Je me rappelle parfaitement ma gêne lors d'un incident sanitaire. Je laisse le soin à l'imagination du lecteur d'élaborer les détails. Forcément, la gêne envahit instantanément mon regard et je prends mon plus bel air de droupie. L'infirmière me fixe d'un regard bienveillant. « Quelqu'un est mort ? Non, bah alors on s'en fout. » Cette phrase, aux allures inoffensives, m'a incroyablement marqué. Elle résonne régulièrement en moi avec une puissance sans rapport avec sa simple syntaxe. Comme si je réalisais subitement que, quelles que soient les souffrances que m'imposait mon corps, la beauté était ailleurs. Mon intimité, ma personnalité sont désormais logées dans le seul endroit que ma maladie ne violera jamais, mon cerveau. Pour commencer, comment vas-tu en cette rentrée, Olivier ? Mon corps décline, inexorablement et logiquement. Mais mon intellect pétille, excité par tous les projets de cette rentrée. Le livre Invincible avec Anne Fulba, qui sort le 25 septembre, un concert à l'Olympia mardi prochain, un dîner de gala au Grand Palais en novembre. Et même le lancement d'un fonds de capital investissement très original pour financer la recherche. C'est toujours le même Olivier, plein de projets, Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Juste Anne, je voudrais parler donc du livre. Pourquoi tu choisis d'écrire ce livre avec Olivier ? Et je crois que tu as eu une histoire, dans ton histoire personnelle également, tu étais confronté à ce sujet. Je voudrais savoir comment est venue cette idée, comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé ? Alors, on s'est rencontrés parce que j'ai écrit un portrait d'Olivier. C'est une amie commune qui m'a dit « Tu devrais rencontrer Olivier ». C'était quelques semaines, quelques mois avant la sortie du film qui lui a été consacré, enfin Invincible, le beau film de Stéphanie Pilonka. Et tout de suite, lors de cette interview, j'ai bien aimé sa posture face à la maladie, parce que Dieu sait que ce n'est pas évident d'avoir à affronter une telle maladie. Je me souviens très bien, il m'a dit à un moment, de toute façon, tout est là, en montrant le cerveau. Et j'ai bien aimé sa façon, à l'époque, il parlait encore, sa façon le choix qu'il avait fait très vite, tout de suite, de se battre, parce que c'est son tempérament. Virginie, sa femme qui est là, peut en témoigner, c'est un battant. Quoi qu'il advienne, c'est un doueur, comme disent
les Américains. Et il s'est emparé de ce sujet comme avant, il s'était emparé des marchés qu'il avait décidé de conquérir en créant ces sociétés. Et j'ai trouvé que sa détermination, sa force vitale, cette énergie solaire était absolument étonnante. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et effectivement, parce que ma mère a eu une maladie neurodégénérative qui n'était pas Charcot, on a cru un moment que c'était ça. Mais c'était c'était une sclérose en plaques un peu compliquée, mais à peu près les mêmes symptômes. Et donc j'ai connu ce que c'est la difficulté et en même temps la joie parfois, parce que d'être auprès de quelqu'un qui a ce genre de maladie. Et Olivier, toi, comment tu as échangé, comment tu as travaillé avec Anne? Des WhatsApp. Des tonnes de WhatsApp. C'est devenu mon mode de communication privilégié. Nous sommes aussi beaucoup vus. Nous avons voyagé. Anne m'a suivi dans mon quotidien. Elle a rencontré mes proches, ma famille, mes amis, des personnes importantes de mon entourage. Projection de films, festival à Biarritz, rendez-vous privés. Cela a d'ailleurs donné naissance à 2 chapitres du livre que j'aime beaucoup. Le même rendez-vous avec une combattante incroyable, Lorraine Petitjean, vue par Anne et moi. Alors, tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre, enfin votre livre. Et moi, c'est un des passages les plus bouleversants en fait, du livre, cette rencontre avec Lorraine Petitjean. Je trouvais ça évidemment très très fort. Alors pour vous toutes et tous qui allez sauter sur ce livre, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous verrez que ce passage est très fort. Comment toi, Anne, tu as vécu cette séquence? Je sais qu'on en a parlé, je crois que Fletcher, qui est là, avait aussi... Oui, il était là. Voilà, fait, comment ça s'est passé? Lorraine Petitjean, la première fois que je l'ai vue, je pense qu'Olivier aussi, c'était à une projection du film à laquelle nous assistions. Elle était au premier rang. Elle était en fauteuil. Elle est trachéotomisée, donc elle était avec la personne qui s'occupe d'elle, qui a dû d'ailleurs... à 2 reprises remettre l'appareil respiratoire en route. Et je voyais pendant la projection Olivier qui semblait fasciné par elle. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander, je pensais qu'il était impressionné. Et il me répond, bah oui, je suis impressionné par sa force vitale. Et donc on va la voir à la fin de la projection. Et il me dit, viens, on va aller la voir. On va aller la voir chez elle. Donc on est parti quelques jours après avec Fletcher. Elle habite près de Paris, dans une maison où il y a des ânes, des poules, effectivement. Et c'était une rencontre, c'était assez étonnant parce que Lorraine Petitjean, elle a atteint de la maladie de Charcot depuis environ 14 ans. Et aujourd'hui, donc elle ne parle plus, elle ne marche plus, elle ne peut plus communiquer grâce au regard, qui est quelque chose d'assez important, puisqu'aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui permettent vraiment d'être en contact avec le monde extérieur et de communiquer beaucoup juste avec le regard. Et elle communiquait, on lui mettait devant elle un alphabet, et avec un espèce de signe de la bouche, elle désignait les lettres. Et cette femme, c'est vrai qu'on a eu... on était impressionnés parce que quand on la voit, c'est une femme qui est seule. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur. Elle a cette personne qui travaille avec elle, qui s'appelle Leïla, avec qui elle a un lien très fort. Elle a un petit chien qui est très important pour elle. Et... en fait, c'est des mots qui sont difficiles à dire, mais c'est vrai que quand on la voit, on peut se dire, un bien portant, entre guillemets, peut se dire, mais qu'est-ce qui la retient encore à la vie? Parce que plus rien ne fonctionne, sauf le cerveau. Et elle veut continuer à vivre. Et c'est vrai, quand on l'a vue, c'était, d'ailleurs pendant tout le livre, on était un peu en plein débat sur l'euthanasie, on n'entendait que ça. Et c'est vrai qu'en sortant tous les deux... je pense qu'Olivier a été dans un premier temps un peu marqué. Il l'écrit dans le livre, qu'obligatoirement il se projette. Néanmoins, l'un et l'autre, on a eu cette réflexion de se dire que l'amour de la vie va se nicher dans des recoins que l'on n'imaginerait pas lorsqu'on est bien portant.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises. Et c'est une des grandes leçons, je trouve, de ce livre. Je crois qu'Olivier l'a écrit et je crois qu'il partage aussi ce sentiment. C'est vrai que l'énergie vitale, l'attachement à la vie est chez certains, pas chez tous. Effectivement, certains ne résistent pas de la même façon face à la souffrance psychique ou physique, mais chez une majorité de personnes, elle reste très tenace et vivace. Alors c'est ce qui est absolument frappant, Olivier, on se voit, je ne peux pas dire souvent, mais on se voyait souvent, on se voit un peu moins, on se voit quand même parfois. Évidemment, tout le monde ici te suit de façon très proche. Est-ce que cette maladie, justement, toi, t'a apporté quelque chose de positif ? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une leçon de vie, enfin, je sais pas moi qui ai l'impression, tout le monde a l'impression qu'il y a une leçon de vie absolument incroyable. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de positif ? En fait, la maladie vous amène à bien comprendre quels sont vos objectifs de vie. Aller au bureau à vélo, faire du ski de rando, camper à la Belle Étoile avec mes enfants, me déplacer partout en Europe pour développer mon entreprise. Je ne peux évidemment plus le faire. Mais ce ne sont pas des objectifs. C'est une manière de rendre la vie agréable. Alors oui, abandonner ses plaisirs est difficile. C'est quelque part une privation de liberté. Mais je l'acceptais. Car la refuser, c'est déprimer et donc se punir 2 fois. Ces activités ne sont cependant pas des objectifs de vie. C'était juste des moyens d'atteindre mes vrais buts. Être utile à ma famille. Être utile à la société. Et là, la maladie ne m'empêche pas d'atteindre ces grands buts. Au contraire, elle me fournit un levier pour mener mes combats. Tout ce qui arrive, c'est grâce à elle. Et je trouve que c'est finalement un beau pied de nez à la maladie. Plus elle m'abîme, plus mon message porte. Je suis invincible. C'est clair. Il y a l'un de ses amis qui a dit que jamais la voix d'Olivier n'a autant porté depuis qu'il n'en a plus. Et c'est paradoxalement vrai. Alors ce qui est paradoxal aussi, c'est de faire un livre après un film. Généralement, on fait l'inverse. Les spectateurs ont été très nombreux à avoir souhaité que le dialogue entamé dans Invincible ait été se poursuive dans un livre. Paradoxalement, nombreux sont ceux qui ont compris qu'en parlant de la mort, on éclairait la vie. Principe de précaution, progrès de la science, confinement, aujourd'hui tout est mis en place pour éloigner la maladie et la mort. Et pourtant, elle est, et sera, toujours là. Nous pouvons feindre de l'ignorer, mais la réalité nous rattrape immanquablement. Notre questionnement se veut utile au plus grand nombre. Les malades évidemment, mais aussi les proches comme les moins proches. La maladie de Charcot est un prétexte pour parler de la vie sans faux semblant. Que dire, que faire, comment réagir quand la foudre frappe à côté de vous ? Comment interagir au quotidien avec un malade que l'on soit du cercle familial ou un soignant ? Comment définir ses nouveaux objectifs de vie ? Comment éviter les pièges tendus par tous les indélicats profiteurs du désespoir ? Loin d'être un précis d'humour heureux, ce livre est un appel à vivre intensément. Alors, toi, je voudrais raconter une petite... Parce que vous parlez beaucoup aussi de rire, d'humour. Alors, on connaît ton humour légendaire, Olivier. Je vois Virginie qui rit. Ce qui nous fait rire aussi. Quand tu as reçu une distinction ici, il y a quelques mois, tu m'avais demandé parce que tu voulais qu'il y ait une page humoristique, qu'il y ait une séquence d'humour. Donc on avait demandé à un humoriste de venir faire quelque chose. Et pour celles et ceux qui étaient là, ça pouvait être assez corrosif. Voilà. Donc toi, Anne, alors, tu as un chapitre dans le livre où tu dis l'humour paratonnerre. Oui, parce que j'ai décidé de faire un chapitre parce qu'effectivement, avant même cette remise de décoration à laquelle j'avais assisté, où effectivement, il y a eu ce discours de cet humoriste qui, j'ai bien vu la salle, l'auditoire était partagé. Et certains trouvaient ça drôle, certains n'osaient pas applaudir. Olivier, lui, il était plié de rire. Et en fait, je le soupçonne d'avoir même un peu influencé, c'est ce que m'a dit l'un de tes fils, la rédaction ou Virginie, la rédaction du discours pour lui dire vas-y, quoi, c'est pas parce qu'il faut y aller. Et je trouve que c'est une réaction extrêmement saine
face à la maladie, face à la vie. Alors parfois, je pense, néanmoins, ça peut être un peu difficile à vivre parce que c'est pas un petit humour, les petites pâquerettes, quoi. C'est un humour assez noir, assez corrosif. Stéphanie Pilonka, que j'avais rencontrée, qui a donc réalisé le film, m'a fait raconter qu'Olivier lui avait dit tiens, la semaine prochaine, je vais à un enterrement, tu pourrais le filmer, ça pourrait servir pour la suite. Donc voilà, c'est ça c'est Olivier, quoi. Bon. Mais bon, cela dit, du coup, non, il ne faut pas que je dise du coup. De ce fait, nous sommes beaucoup amusés. Et c'est vrai que pendant la rédaction de mon livre, parce que c'est pas les sujets habituels que je traite, j'avais certains de mes amis qui me disaient non mais c'est étonnant que tu choisisses ça, ça doit pas être facile. Je dis mais pas du tout. En fait, c'est vrai que quand on voit Olivier et ainsi que d'autres, il y a la femme de Ludovic qui est là, Ludovic Beson. On sort pas déprimé, en fait. C'est des gens. Alors c'est vrai que le mot leçon de vie est un peu galvaudé, mais c'est quand même vrai, quoi. C'est des sacrées leçons de vie. Et on n'a pas le bourdon. Voilà. Ben, ça se voit. Mais alors, je crois que tu es allé dans le livre rencontrer aussi beaucoup des proches d'Olivier, sa famille évidemment, Virginie. Enfin, évidemment, c'est pas évident évidemment, parce que pour les proches. Je dis évidemment, oui, non, parce que quand je dis part de Virginie, proches, c'était pas facile. Ses fils, c'était pas facile. Ils ont accepté. Je pense que parce qu'Olivier leur a demandé. Sinon, c'est pas quelque chose de naturel. Je pense qu'obligatoirement, il y a une forme de pudeur, mais ils ont effectivement accepté de jouer le jeu, comme les parents d'Olivier aussi, comme ses amis. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que lorsqu'il y a une telle maladie qui déboule, un tel diagnostic, en fait, c'est un tremblement de terre avec des répliques innombrables dans plusieurs cercles. Il y a aussi le cercle professionnel. D'ailleurs, Olivier en parle dans le livre. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a décidé de dévoiler très vite sa maladie dans un podcast de Mathieu Stéphanie, qui s'appelle, ce que je disais ironiquement, Do It Yourself. Enfin, c'est pas, le podcast s'appelle comme ça, mais c'est vrai qu'Olivier a annoncé sa maladie qui équivaut à une perte de dépendance, lui qui aime tout contrôler et qui arrive encore à tout contrôler, c'est ça qui est assez fort. Enfin, je parle sous le contrôle de Virginie, je crois que c'est vrai. Donc il y a aussi le milieu professionnel, c'est intéressant. Olivier a rapidement choisi de dire le mal dont il était atteint, de ne pas en faire un secret. Et je trouve que c'est une attitude qui est intéressante, comme celle qu'avait eue... j'ai un trou sur le directeur de Publicis aussi, qui a parlé de son... Arthur Sadoun. Voilà, Arthur Sadoun qui a parlé de son cancer. Et je trouve que c'est bien de pouvoir dire les choses. Mais la maladie change aussi le rapport qu'on a aux autres et notamment aux proches. Obligatoirement, en fait, il y a une redistribution des cartes. Même si Virginie me disait, Virginie qui est une femme qui travaille, qui est indépendante, etc., elle me disait que Olivier a toujours été un peu au centre, mais que là, ça s'organise différemment. Voilà. Donc, bon. Il y a des choses qui ne changent pas, mais obligatoirement, évidemment, dans l'organisation de la vie. Oui, il peut dire merci, effectivement. Parce qu'Olivier, tout le monde dit c'est un saint, parce qu'il y a son sourire qui est magnifique et c'est un saint. Mais c'est quelqu'un de très exigeant. Voilà. De très, très exigeant avec sa famille, avec ceux qui travaillent avec lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive à avoir des résultats, notamment sur la recherche. Là, ce qu'il est en train de faire, il déplace des montagnes. Il a réussi à récolter déjà beaucoup d'argent. On espère en récolter encore beaucoup pour la recherche. Il lâche pas. Il ne lâche rien. Il ne lâche pas. Donc, au début, il m'avait dit, j'y ai cru. Il m'avait dit non, j'ai beaucoup changé. Parce qu'un jour, j'étais arrivée en retard. J'ai dit, tu dois te dire, il ne me reste pas énormément de temps. Et puis, celle-là, elle arrive en retard, comme si j'avais que ça à faire. Et il me dit, non, j'ai beaucoup changé. Mais en fait, c'est pas tellement vrai. Soit dans les SMS, dans la pluie de SMS, quand on lui répond pas, il revient quand même. Donc c'est pas, voilà, il lâche jamais prise. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Et il y a plein de choses qui changent pas d'ailleurs. En réalité, c'est le même, je pense. C'est un entrepreneur. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur un passage qu'on a vu tout à l'heure, qui est le passage que lisait Guillaume de Tonquédec. Tu racontes à un moment une scène à l'hôpital, ou une scène de massage qui est assez
c'est cash, on peut le dire comme ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette scène ? Pour plein de bonnes raisons, nous ne nous touchons plus dans notre société moderne. La sphère de la vie privée s'est agrandie. Inexorablement. Alors imaginez en 2024, si votre patron vous demande de l'aider à remettre sa jambe sur le repose-pied de son fauteuil roulant. Comment maniez-vous sa lourde jambe du bout des doigts, les bras tendus ? Oui, souvent nous sommes maladroits et empruntés quand il s'agit de toucher l'autre. Pas un jour sans que je n'en fasse l'expérience en tant qu'handicapé. Je dois moi-même confesser ne pas avoir été le plus tactile. Fuyant souvent la bise entre hommes que je réservais vraiment aux très proches. Mais j'ai changé. J'ai vu le plaisir créé par une main chaude posée sur une main inerte et immobile. Quand la voix s'efface, un geste chaleureux et un regard bienveillant disent beaucoup. Je l'ai appris aussi à l'hôpital en observant les meilleures infirmières. Elles n'hésitent pas à poser longuement une main sur un pied pour ajouter de l'empathie à une conversation. Le pied de l'autre naît subitement plus ce membre parfois sale et répugnant que chacun voudra éviter. Il devient un transmetteur d'émotions et de plaisir. Soyons clairs, je ne conseille pas ici de toucher vos pieds entre valides, les tribunaux sont déjà encombrés d'affaires glauques, mais de repenser vos liens aux malades. Enfiler une veste, tendre un mouchoir, redresser un corps ne doivent pas être des interdits. Nous ne savons donc pas aider les handicapés ? Si la France chute régulièrement au classement PISA, je constate que les mathématiques ne sont pas la seule matière avec laquelle les Français sont fâchés. Il leur manque indéniablement une bonne dose de sang pratique. Je ne compte plus le nombre de luxations d'épaule évitées de justesse, alors qu'une âme charitable, mais maladroite, essayait de m'enlever une veste pourtant choisie large. Longtemps, je confesse m'être moqué des ergothérapeutes de l'hôpital de Garches insistant pour me faire passer un certificat d'aptitude à la conduite de fauteuil roulant. C'était avant de voir des valides essayer de manipuler mon fauteuil électrique. Mais la palme d'or revient à mon déambulateur. C'est visiblement un secret bien gardé que son rôle est de pallier des jambes faibles. Alors que dire de tous ceux qui tirent brusquement et avec insistance mes roues pour m'aider à avancer plus vite ? Cela porte un nom, un croche-patte. Anne, moi je voudrais revenir sur un passage aussi qui est très fort dans le livre, qui est ta rencontre avec la neurologue de, je crois que c'est à la Pitié, la neurologue d'Olivier, oui. Maria Delmar Amador. Oui. Et il y a un passage sur, elle dit ce qui est dit, la différence entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Et puis après elle parle de son admiration pour Olivier. Tu nous racontes un peu ce passage ? Alors, en fait, je l'ai rencontré parce qu'on a parlé de l'annonce. Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment un médecin peut annoncer... Elle annonce 2 fois par semaine des maladies de Charcot, des cas de maladies de Charcot. Et donc, je voulais savoir si on se blinde, s'il y a des formations psychologiques pour faire de telles annonces. Et puis après, je voulais en savoir aussi un peu plus sur la maladie. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a raconté que concernant l'annonce pour Olivier avait voulu, ce qui est une originalité, qui montre un peu le tempérament d'Olivier, venir seul. Ce qui est rare, m'a-t-elle dit, c'est qu'en général, on vient accompagné. Et donc, obligatoirement, face au choc de l'annonce d'une telle maladie, on entend à moitié. Enfin, c'est difficile il faut encaisser, mais elle me dit, en fait, c'est pour ça que c'est mieux qu'il y ait une deuxième personne. C'est que ça permet de faire tampon, de rendre pas l'annonce plus facile, mais en tout cas de réfléchir ensuite, de revenir sur ce qui a été dit. Donc là, c'était déjà l'originalité d'Olivier qui montre son caractère, c'est qu'il avait décidé de venir seul. Voilà. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'elle me disait qu'il y a une grande différence entre ce qui est dit et ce qui est perçu. Ça a été encore plus le cas pour Olivier. Alors elle est effectivement les relations avec Olivier n'ont pas toujours été faciles, cela dit. Elle a beaucoup d'admiration pour la force. J'ose même plus employer le mot de résilience, parce que même Cyrulnik dit qu'on l'utilise trop. Mais c'est vrai qu'elle elle est bluffée par la force, le caractère, le tempérament d'Olivier, sa manière de résister d'ailleurs sur
dans la maladie. Mais elle dit qu'au début, ça a été difficile parce qu'Olivier, comme certains patients, mais peut-être plus que certains patients, a voulu aussi expérimenter de son côté certains remèdes. D'ailleurs, il en parle dans le livre pour mettre en garde. Et il a voulu aussi... Je pense qu'il est agacé par certaines lenteurs du système médical français. Par exemple, il parle dans le livre, et ça c'est assez intéressant et révélateur, d'un test qu'il devait faire pour savoir si c'était une maladie, une SLA de type sporadique ou génétique. Et pour avoir le résultat de ce test en France, à la Salpêtrière, qui est quand même le centre neurologique d'excellence, ça mettait 2 mois, je crois. C'est ça, Olivier, 2 mois Non. 9 mois, ouais, 9 mois. Et alors qu'il y avait un test en Allemagne, certes onéreux, qui permettait de l'avoir en quelques jours. Donc, 900 €, je crois, dans le livre. À 900 €, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier, il met aussi en exergue ces dysfonctionnements du système de santé. C'est quand même fou. Donc, et les inégalités qu'il y a. Parce qu'on peut se dire, bon, Olivier, il a un peu plus les moyens, il a Fletcher qui l'aide, etc. Mais il s'occupe aussi, c'est ça qui m'a touchée aussi, pour revenir au premier entretien, c'est il s'occupe du sort de tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir un beau fauteuil électrique, ça coûte cher. Avoir toutes ces machines pour pouvoir parler avec assistance visuelle, communiquer avec les restes du monde. Alors certes, c'est des machines qui sont de plus en plus prêtées, mais bon, ça coûte cher aussi. Faire des tests comme ça en Allemagne, tout le monde ne peut pas. Donc il y a une véritable inégalité, et ça fait partie des sujets qui tiennent au cœur d'Olivier, et qu'il a voulu, qu'il veut combattre, quoi, qu'il veut améliorer. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà. Et sinon, concernant le docteur Amador, ce qui était intéressant, c'est que je redis qu'on était en plein débat sur l'euthanasie et la fin de vie, et son témoignage était très intéressant parce qu'elle disait que certes, il y a parmi ces malades, il y en a une partie qui, lorsqu'ils apprennent la maladie dont ils sont atteints, disent bon, je partirai en Suisse, en Belgique, moi jamais je ne supporterai pas. Et certains le font, mais par exemple ils disent je sais pas, quand je marcherai pas, je partirai, etc. Mais finalement ils changent d'avis. Et au fur et à mesure, le curseur de l'acceptabilité de la dépendance et du handicap bouge. Et elle me disait, y compris parmi les personnes qui sont parties en Suisse et en Belgique, afin de pouvoir mettre un terme à leur vie le moment venu, finalement, il y en a très peu qui y recourent. C'est exceptionnel. Et je trouvais que c'était très intéressant. Alors, effectivement, certains ne supportent pas et font ce choix-là. Mais ils sont finalement extrêmement minoritaires. Et donc, je trouve que son témoignage est très intéressant. Surtout que la maladie de Charcot est une maladie qu'on met très souvent en avant pour justifier le recours à cette loi. Et on dit ils aiment leur vie, en fait. Oui, il y a Ludovic Beson que j'ai vu, qui est plus atteint qu'Olivier, qui est trachéotomisé, mais qui est le dynamique président ou secrétaire général, président de l'association Les Invincibles, qui travaille avec sa femme qui est là, qui s'occupe de la vente des t-shirts. C'est vrai qu'on est toujours un peu gêné quand on pose la question, on se dit elle est obsédée par ça, machin. Mais c'est vrai que c'était l'air du temps et que c'est difficile de pas en parler. Et il disait mais moi j'aime ma vie. Je ne me projette pas dans la mort, je suis dans la vie. Et Olivier, c'est exactement l'illustration de ça. Il est pleinement dans la vie. Alors justement, Olivier, on t'a connu entrepreneur, tu l'es toujours plus que tout. C'est quoi tes combats aujourd'hui ? Je me bats désormais pour la recherche et pour la place du handicap. Je me bats avec 3 casquettes. Ambassadeur de l'Institut du cerveau. Le 2e centre de recherche en neurosciences à l'échelle mondiale. Président de l'ARSLA, une association qui défend les malades et leurs familles depuis 40 ans. Accompagné du professeur Claude Danuel, vice-président. Claude est un neurologue respecté, académicien et ancien animateur de la filière de santé FISLAN. Nous avons pour mission la transformation de l'association, comptant 15 permanents, en fondation de plein droit. L'ARSLA et l'Institut du cerveau collaborent beaucoup d'ailleurs. Enfin, je suis le parrain des Invincibles. Une joyeuse association de malades créée après la sortie du film.
Le film, et aujourd'hui le livre, sont autant de prétextes pour diffuser mes combats auprès d'un public le plus large possible. Et puis tu es devenu Alexandre Kouchner dans le. Je crois que c'était à la Baule l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, je me souviens plus très bien, quand je perds un peu la notion du temps. Dit que tu es un influenceur bonté. J'adore ce mot, un influenceur bonté. Donc tu es devenu un influenceur bonté. Juste un mot avant de finir. Il y a un passage également avec Delphine Orwiller qui était également dans Invincibilité. Elle dit que la maladie amoindrit et agrandit. Tu peux revenir un petit peu sur ce passage ? Oui, en fait, cette phrase, c'est vrai que Olivier, on peut se dire qu'il est dépendant, qu'il est amoindri physiquement. Mais je dis à un moment, c'est un homme augmenté, néanmoins. Je pense qu'il il est allé chercher en lui des ressources que peut-être il n'imaginait même pas avoir. Donc c'est en ça que c'est un homme augmenté. Et puis c'est vrai qu'il a, je crois, changé quand même, mais bon, ça je suis pas la mieux placée pour le dire, je pense que sa femme est mieux placée. Avant, visiblement, de ce que me disait tout le monde, il était absolument obsédé par son travail. Sa famille était importante, mais le travail était extrêmement, extrêmement présent et important, y compris en vacances, m'ont dit ses meilleurs amis. Et là, il y a eu un renversement de priorité. Et Olivier, non pas qu'il n'était pas tourné vers les autres, mais là, visiblement, il est tourné vers les autres et son prisme d'intérêt s'est beaucoup élargi. Je pense qu'il voit, il dialogue avec des personnes avec qui il n'aurait pas parlé lorsqu'il était, qu'il est toujours le brillant chef d'entreprise qu'il était. Donc c'est vrai qu'en ça, il est un homme augmenté et qui a une forme de transfiguration, oui. Mais on n'est pas non plus dans l'image saint-sulpicienne, hein, je reviens là-dessus. Parce qu'il a. Voilà, je ne sais pas si c'était un saint, je ne sais pas si on dirait que c'était un saint, quand même. Non, t'es un influenceur bonté. Influenceur bonté, c'est bien. C'est déjà beaucoup. Olivier, donc je vais te laisser le mot de la fin. Tu as un message à nous adresser. T'en as plein, je sais, mais est-ce que ce soir, tu as un message particulier à nous adresser ? J'ai énormément de choses à vous dire. Alors, pardonnez ma pirouette commerciale. Mais foncez commander le livre. En plus, c'est bon pour la recherche. Je reverse 100% des droits d'auteur à l'Institut du cerveau. Voilà, merci beaucoup Olivier, merci Anne pour ce moment. Et puis bien sûr, voilà, le livre et les t-shirts, les Invincibles, c'est à côté. Merci beaucoup.